je commence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, puis je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans cette catégorie-là ici, mon nom c'est Kenneth Deveau, je suis président de la Fédération. Là, tout de suite, là, je suis animateur d'une table ronde. Donc, on a avec nous 3 personnes de marque de notre communauté qui sont aussi avec nous pour nous présenter leur perspective sur la thématique de l'AGA, soit la collaboration au bénéfice de la vitalité de nos communautés. Et donc, le but ici, c'est vraiment commencer la discussion ou poursuivre ou d'approfondir la discussion, je dirais, parce qu'on l'a déjà commencé sur ces thématiques-là hier soir. Là, on va l'approfondir, puis là, ça va emmener dans la prochaine activité qui va être une activité où vous avez tous chacun et chacune la parole. Donc, si je vais dans l'ordre, bien sûr, je n'ai pas mes lunettes, j'ai vraiment mon texte ici, que je suis sûr qu'il dit exactement ce que je devrais être en train de dire. Puis je vais faire de mon possible sans mon texte. Je connais cette personne assez bien. De toute façon, ici, Daphne de la Mirande est présidente du Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. C'est une personne, malgré son jeune âge, qui a déjà un parcours remarquable au sein de nos associations communautaires, par sa participation au Conseil communautaire du Grand Havre, la Fédération des femmes et même au niveau national de l'FJCF. Elle est récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur général, n'est-ce pas? L'année passée, en 12e année, à l'école du sommet. Et puis, même à trouver du temps pour faire du sport parce qu'il fait ça. Nous sommes très dynamiques, c'est assez incroyable. À côté d'elle, on trouve Michel. À côté d'elle, Michel Colette. Michel est depuis 1 an et un peu plus directeur général du Conseil scolaire acadien provincial. Il détient des maîtrises de l'Université de Moncton et de Memorial University à Terre-Neuve. Il a été enseignant au CSAP, au Carrefour, je crois, et il a travaillé au ministère de l'Éducation, et il a aussi été professeur aux sciences de l'éducation à l'Université Sainte-Anne et à l'Université de Moncton. Donc encore quelqu'un avec une perspective très intéressante et qui est justement à la tête de la plus, et vous me permettrez le mot, importante institution en Nouvelle-Écosse, le Conseil scolaire qui a, selon une présentation qu'il m'a fait l'autre jour, qui touche à peu près tout le monde dans cette salle ici et beaucoup plus, quelques 20 000 personnes qui touchent. À chaque fois qu'il pose un geste, ça touche toutes ces personnes-là. À ses côtés, Alistair Surette. Alistair porte plusieurs chapeaux toujours. Certains de vous l'avaient peut-être connu d'abord comme enseignant. Après ça, il est devenu député à la législature, ministre, directeur du collège de l'Acadie, il était vice-recteur à Sainte-Anne, il est maintenant recteur à Sainte-Anne, il a été à la présidence de nombreuses associations, dont, entre autres, présentement le congrès, le CMA 2024. Mais en fait, en dépit de tout ça, c'est pas tout ça qu'il est ici avec nous ce matin. Il est aussi président du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Et sa présentation, c'est sûr qu'il va emmener toute son expérience avec lui, mais sa présentation va prendre la perspective du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Donc, on va commencer avec des brèves présentations de chacun, puis ensuite, moi, je vais m'amuser à leur poser des questions. Bonjour, comme mentionné, je m'appelle Daphne de la Mirande et je suis la présidente du Conseil jeunesse provincial. Je suis impliquée au Conseil jeunesse provincial depuis 3 ans et c'est ma 2e année comme présidente. Alors, juste pour parler un peu du Conseil jeunesse provincial, on est un organisme qui est par et pour les jeunes d'expression française de 12 à 25 ans et on défend et on représente leurs intérêts et on organise aussi des activités pour eux. Alors, au Conseil jeunesse provincial, on collabore de beaucoup de différentes façons.
Un de nos partenaires principaux, ce serait le Conseil scolaire acadien provincial, et avec eux, on fait beaucoup de bonnes collaborations. On a des projets où c'est plus le CSAP qui organise une activité et nous on appuie. On a aussi le contraire, que c'est nous qui organisons une activité et le CSAP appuie. Et on fait aussi des choses en partenariat. Alors, ça c'est un peu sur la collaboration si je peux. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la collaboration de nos communautés, mais plus spécifiquement de comment on peut avoir une bonne collaboration entre jeunes et adultes et comment que les jeunes peuvent mieux prendre leur place au sein de la communauté. Alors, pour commencer, je vais parler un peu de, à mon avis, c'est quoi la collaboration. Alors, je trouve que la collaboration, c'est essentiellement 2 ou plus de groupes qui travaillent ensemble pour créer un produit final. Ça peut être un projet, une activité, mais il faut avoir un but, il faut avoir une vision spécifique lorsque tu collabores. Je trouve que l'aspect le plus important de la collaboration, c'est la communication. Et c'est souvent un manque de communication qui va faire en sorte que la collaboration ne va pas être idéale et que ça ne va pas être bien. Alors, lorsqu'on collabore avec d'autres personnes, c'est très important de bien communiquer c'est à qui de faire quoi et de bien communiquer c'est quoi vos buts en collaborant ensemble. Et aussi, comme un peu que j'ai mentionné, la collaboration peut se faire de différentes façons. Alors, ça peut être une collaboration égale 50-50%, mais ça peut aussi se faire avec un organisme qui organise une activité et d'autres organismes appuient. Et on voit ça très souvent dans nos communautés où on sait tout un peu quand on organise des activités. On n'est jamais seul quand on fait quelque chose. On a une grande communauté et on est toujours capable de s'entraider. Alors, pourquoi est-il important de collaborer? Je trouve que ça nous aide à mieux comprendre les organismes qui nous entourent. On est beaucoup d'organismes en nouvelle-école, alors c'est difficile de connaître tout le monde. Alors, en collaborant avec ces organismes, on est capable de mieux comprendre c'est quoi qu'ils font et essentiellement c'est quoi les activités qu'ils font, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse, etc. Je trouve aussi que ça aide à célébrer l'intersectionnalité des identités. Alors, parfois, il y a des gens qui ont envie de célébrer plus que juste une partie d'eux-mêmes et n'ont pas juste envie de, par exemple, célébrer le fait qu'ils sont jeunes, mais veulent aussi célébrer d'autres parties d'eux. Alors, en collaborant avec d'autres organismes, on est capable de créer des activités qui sont pour peut-être un groupe plus spécifique et pour que des gens puissent rencontrer d'autres personnes qui sont très similaires à eux-mêmes et qui ont le même genre d'intersectionnalité, d'identité. Alors, je trouve cela très important. Et aussi, on est capable d'apprendre un peu sur les forces et faiblesses des autres organismes. On est capable de nous-mêmes être un meilleur organisme à la fin parce qu'on est capable de voir ce qui fonctionne bien chez d'autres organismes et ce qui fonctionne moins bien. Puis, en travaillant ensemble, on est capable de créer un meilleur produit final à la fin et on est capable d'apprendre de nos erreurs. Alors, la collaboration entre jeunes et adultes. Alors, on dit souvent que c'est très important, mais pourquoi réellement est-ce que c'est important? Les jeunes, on fait partie de la communauté francophone, on fait partie de la population et c'est important de nous impliquer dans les processus de décision et dans vos organisations d'activités parce que si on n'est pas inclus dans ça, vos activités, il ne va pas y avoir de jeunes qui vont venir parce que ça ne va pas réellement être quelque chose qui nous intéresse. C'est important qu'on soit impliqué pour que vous puissiez bien représenter la francophonie de la Nouvelle-Écosse. Si c'est juste les adultes qui prennent des décisions, ben, vos activités, ça va juste être pour des adultes et il ne va essentiellement pas avoir de représentation jeunesse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire comme « Oh, tu sais, les jeunes ils passent bien trop de temps sur leur téléphone. » Mais essentiellement, sur nos téléphones, on est capable d'apprendre beaucoup de choses sur les médias sociaux et on a certaines connaissances sur la diversité et l'égalité et on a des connaissances de même que certains adultes n'ont pas. Alors, en nous incluant dans les processus de décision et nous consulter, on est capable d'apporter ces connaissances que vous n'aviez peut-être pas et on peut actuellement aider vos organismes pour que vous faites mieux. Il y a beaucoup de différentes façons d'impliquer les jeunes. Vous pouvez faire des forums, les consulter, des tables rondes, mais essentiellement, si ça fonctionne pour votre organisme, je trouve que la meilleure façon, c'est d'avoir des jeunes sur votre conseil d'administration. Ça fait en sorte que les jeunes sont vraiment au cœur des décisions et sont au cœur de votre organisme. Et c'est pas très difficile à faire, ça peut sembler compliqué. Il y a des gens qui se disent peut-être, oh, des jeunes qui prennent des décisions légales,
ils vont définitivement pas prendre ça au sérieux, mais on est capable de prendre ça au sérieux et on est capable de prendre des décisions au même niveau que des adultes. Et juste à cause de notre âge, ça fait en sorte qu'on est capable de moins comprendre que vous. Comme quelqu'un qui a siégé sur des conseils d'administration d'adultes et des conseils d'administration de jeunes, je trouve que les jeunes sont vraiment capables de bien poser des questions et ils s'assurent toujours de à 100% comprendre quelque chose avant de prendre une décision. Et je trouve qu'au Conseil jeunesse provincial, nos jeunes sont vraiment capables de comprendre si les décisions qu'ils prennent sont bien pour l'organisme avant de prendre une décision. Alors, on prend ça au sérieux des décisions légales et si on comprend c'est quoi qui se passe, on est capable de vraiment s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Et essentiellement, il y a beaucoup de jeunes qui sont très impliqués et c'est vraiment juste trouver ces jeunes-là et aller les chercher. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont créé des opportunités pour les jeunes, mais que vous n'allez pas trouver. C'est quelque chose qui se passe à cause de la pandémie. Il y a beaucoup moins de personnes qui sont très impliquées, mais il y en existe encore. Il faut juste vraiment aller trouver ces jeunes qui ont une passion. Il y a énormément de jeunes dans les écoles qui ne savent pas c'est quoi des organismes francophones. Alors, quand vous dites « Hey, est-ce que tu veux être au conseil d'administration de notre organisme ?» Il n'y a aucune idée de ce que ça veut dire. Alors, comme organisme, vous devez aller voir les jeunes et leur expliquer c'est quoi que vous faites, c'est quoi un organisme francophone, c'est quoi un conseil d'administration, et ensuite les interpeller à venir à votre organisme. Cela va faire en sorte que, premièrement, que tous les jeunes savent ce que vous faites, et aussi que vous êtes sûr d'avoir des jeunes qui sont vraiment passionnés, qu'ils ne sont pas juste sur le conseil d'administration parce qu'ils se sentent obligés, mais que vous pouvez réellement aller trouver des jeunes qui veulent faire une différence et qui sont passionnés par la francophonie. Alors, collaborer avec les jeunes, c'est très important, mais je trouve que ça ne sert à rien si ce n'est pas fait d'une bonne façon. Et il y a énormément de différentes façons de le faire, mais ils ne sont pas toutes bonnes, nécessairement. Je trouve que la chose qui est souvent oubliée et qui est très très importante et qui est vraiment au cœur de la consultation des jeunes, c'est de réellement écouter ce que les jeunes ont à dire. Ça peut sembler simple sur du papier, mais c'est actuellement très complexe et c'est quelque chose qui se passe pas aussi souvent que l'on pense, de réellement écouter ce que les jeunes ont à dire. Ça arrive souvent qu'il y a des consultations pour des jeunes, mais que la décision a déjà été prise et que c'est juste « Oh, on consulte des jeunes pour l'image, on consulte des jeunes, ça a l'air super beau sur notre rapport annuel », mais qu'essentiellement, on n'est pas réellement consulté et que nos idées ne sont pas prises en considération. Et on est capable de voir quand ça se passe. On n'est pas stupide, on voit quand que les gens écoutent réellement nos idées et que quand nos idées sont réellement prises en considération. Alors, si vous allez consulter des jeunes, vous devez aller avec un esprit ouvert et même si ce n'est pas l'idée que vous aviez eue originellement, vous devez aller de l'avant en écoutant ce qu'ils ont à dire. Je suis sûre que tout le monde ici n'aime pas ça de dire quelque chose et de ne pas se sentir écouté. Mais c'est comme ça quand on est consulté. On n'aime pas ça juste se faire demander des questions, essentiellement pour rien. Et ouais, les besoins des jeunes changent toujours, alors c'est important de les consulter de façon régulière. Tout le monde ici a été jeune à un point, certains un peu plus longtemps que d'autres, mais essentiellement, c'est important de constamment voir ce que la jeunesse veut parce que nos besoins ils changent constamment. La pandémie a vraiment changé nos besoins et ouais, c'est vraiment juste important de les consulter de façon régulière. Et aussi juste de créer un espace où les jeunes se sentent écoutés, ils peuvent se sentir relax, confortables, ils se sentent comme ils peuvent partager leurs idées. Alors, par exemple, si vous avez un jeune sur votre conseil d'administration et que c'est leur première fois sur un conseil d'administration, c'est important de bien les outiller et de leur expliquer votre structure d'organisme pour qu'ils se sentent confortables à partager leurs idées. S'ils ne comprennent pas c'est quoi qui se passe, c'est quoi l'heure du jour, c'est quoi des états financiers, ils ne vont pas se sentir confortables de parler et ils ne vont pas vouloir partager leurs idées parce qu'ils vont juste pas comprendre ce qui se passe. Et essentiellement, je trouve que c'est juste important d'inclure les jeunes dans l'organisation d'événements pour les jeunes. Aussi, je parle beaucoup du par et pour. Alors, ce concept-là, ça veut essentiellement dire que si on organise une activité pour un groupe, ça devrait être aussi organisé par ce groupe. Alors, si vous organisez des activités pour des jeunes, ça doit être des jeunes au cœur des décisions qui sont prises. Ça se peut que vous organisez des activités pour des jeunes et qu'il n'y a personne qui vient.
Mais là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que ces gens ne viennent pas? Est-ce que c'est à cause que c'est juste les adultes qui organisent les activités? Et si c'est le cas, c'est vraiment à cause de ça. Alors, merci de m'avoir écouté. Bon matin. Je suis fier d'être ici à matin et comme Kenneth a mentionné, je suis ici à titre de président du conseil d'administration du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Et je vais faire un survol assez rapidement pour passer à des questions aussi sous le thème naturellement de collaboration et de vitalité. Mais juste quelques mots sur le Conseil de développement économique. On a été créé en 1999, donc 23 ans passés, qui veut dire en 2024. Une année spéciale pour nous, surtout dans le sud-ouest, avec le congrès mondial, ça veut dire le 25e anniversaire du Conseil de développement économique. Et bon ou mauvais, ça fait depuis le début que je suis là. La raison est assez simple. Normalement, on a des mandats sur des conseils d'administration, donc c'est pas normal d'avoir quelqu'un là pour 23 ou 25 ans. C'est qu'on a un partenariat privilégié avec l'Université Sainte-Anne, et ceux qui sont bien assez pour se rappeler, c'est que ça a commencé avec le centre Joldry, qui est un centre de services aux affaires, et ça s'est transformé dans le Conseil de développement économique qu'on voit aujourd'hui, qu'on est dans 5 régions de la province de la Nouvelle-Écosse, dans 3 campus de l'Université Sainte-Anne, et on a à peu près 30 employés et un budget d'environ 2 millions de dollars, un budget opérationnel. Donc, on a beaucoup avancé durant ces années-là, et on est attaché à un réseau national, pour ceux qui ne le savent pas, qui a appelé des Canada. Donc, on a des organismes comme nous d'un bout à l'autre du Canada et dans les territoires. Donc, si je vais un petit peu dans le thème d'aujourd'hui, quand j'ai regardé à la vision, la mission du Conseil de développement économique, la première chose, la vision emmène le mot vitalité dans la description de la vision. Donc, on est champion de vitalité, pour nous autres, c'est économique dans ce cas ici, mais comme on sait, puisqu'on est dans, et ça c'est le plan stratégique de 2023, donc on est en train de préparer un nouveau plan, mais comme on sait, puisqu'on travaille dans l'espace francophone, ben même si on essaie d'être champion de la vitalité économique, c'est sûr qu'on joue dans la vitalité linguistique, culturelle, et en éducation, etc., parce qu'on a des partenariats privilégiés, puis je vais en venir tout de suite. Puis quand on regarde la mission, là aussi, si on regarde aux 2 thèmes, ici on parle des catalyseurs, nous autres, d'initiatives de développement économique, de par sa nature, qui veut dire qu'on a besoin de collaborer, on a besoin d'avoir des partenaires. Donc, si on regarde nos axes, et encore là, comme je dis, il faut passer assez rapidement, et on a vraiment 3 axes, donc c'est assez simple à comprendre. Le premier axe est migration et immigration, et là, donc, notre objectif, c'est d'augmenter la population francophone dans nos communautés acadiennes. Donc là aussi, naturellement, ça nous prend des partenaires. Et on n'est pas dans cet espace ici tout seul, mais nous, on essaie de travailler dans le domaine économique. Donc, pour sûr, il faut s'aligner avec la stratégie de la province de la Nouvelle-Écosse en immigration francophone. On fait une courte discussion encore cette semaine sur la prochaine étape. Et une des choses là qu'on est en train de discuter, c'est comment encore on peut mieux coordonner tout l'espace d'immigration francophone. On travaille de près avec les municipalités pour les nouveaux arrivants, surtout la municipalité de Clare, que le projet de communauté francophone accueillant. Donc déjà là, on a plusieurs partenaires. On est pour promouvoir la ruralité et on est là pour la rétention. On travaille de près avec l'Université Sainte-Anne pour retenir les étudiants internationaux dans la province de la Nouvelle-Écosse. Donc ça, c'est notre premier axe, assez simple et direct. Le deuxième axe, c'est encore là, parce que dans le domaine de développement économique, on a plusieurs joueurs et il faut s'assurer qu'on n'essaie pas de dédoubler des choses. Donc, comme conseil de développement économique, on essaie de trouver des espaces qui sont uniques à nous autres. Donc, il n'y a personne qui peut prendre le volet d'immigration, migration, francophone, économique du Conseil de développement économique. C'est à nous autres. La même chose pour le tourisme francophone.
on parle de touristes francophones, c'est sûr qu'on a des partenaires, mais encore là, c'est quelque chose qui est unique à nous autres et à notre communauté acadienne et francophone. Donc ici, c'est sûr, là aussi, il faut travailler avec les municipalités. On fait la promotion de nos régions acadiennes et francophones. On est attaché encore au réseau canadien pour, c'était appelé, Gwen pourra me corriger mieux que d'autres, mais c'était appelé Corridor touristique, puis maintenant c'est appelé Salut Canada. Oui, c'est ça? Oui, voilà. Donc encore là, on est attaché au niveau national. Et c'est là que c'est pour développer des expériences et des produits touristiques. Et avec le congrès qui s'en vient, on est bien positionné pour essayer encore de faire plus de travail dans le domaine du tourisme francophone. Et finalement, notre autre volet, c'est un service en développement économique, en affaires, en entrepreneuriat et en employabilité pour nos communautés. Donc, le Conseil entre la Nouvelle-Écosse, par exemple, c'est nous qui gérons ça pour la province de la Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse pour le travail, je pense. Le service en affaires et en entrepreneuriat, on travaille le secteur privé pour les plans d'affaires, les plans marketing, etc. Donc, un service directement. En entrepreneuriat, je sais qu'on a des employés ici du Conseil de développement économique et des membres du CA ici à l'entour de la table. On travaille de près avec le CSAP dans les écoles pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, juste en regardant à notre vision, mission et nos trois axes, on peut avoir tout de suite l'importance d'une collaboration. Donc, mes derniers quelques mots de clôture, avant de passer à la discussion, c'est en termes de collaboration, comme je viens de le dire, comme un partenaire privilégié avec l'Université Sainte-Anne, ça fait longtemps, avec le CSAP, surtout dans le domaine de l'entrepreneurship, avec le réseau national, avec Red Canada, avec l'immigration francophone, comme d'autres partenaires. Ça, c'est des partenaires privilégiés qu'on travaille d'une manière toujours continue. Si on regarde notre rapport annuel, on a une tonne de projets qu'on travaille avec toutes sortes de différents organismes de notre communauté et même ailleurs sur des projets de collaboration. Donc nous, c'est beaucoup dans l'accompagnement, des catalyseurs, d'essayer de développer des initiatives, pas nécessairement un chef de projet. Et un projet particulier pour nous autres, par exemple, c'est encore le Congrès mondial, c'était en 2004, ça va être encore en 2024. Donc on fait beaucoup, mais mon seul point, et même si je suis là, on peut toujours faire mieux. Et si on va parler un peu plus de collaboration, c'est sûr que j'ai un gros promoteur d'essayer de mettre plus d'emphase sur des processus, des structures et la gouvernance, et de voir comment collaborer, et pas simplement penser qu'on va collaborer, parce que ça prend de l'effort pour collaborer, et ça prend un engagement de tous les partis pour collaborer. Donc, je suis très fier et très content que l'FCFA pousse un volet de fonds d'innovation pour le nouveau plan d'action des langues officielles. Moi, je pense que c'est quelque chose là qui peut, et si on peut trouver des financements entre les partenaires, de travailler fort sur comment mieux collaborer et comment collaborer. Finalement, je ne peux pas terminer ma discussion sans porter mon autre chapeau du Congrès mondial, et je vais juste tirer cela pour une discussion possiblement après, avec le Congrès mondial 2024 qui s'en vient. Moi, je pense, on a plusieurs autres qui pensent que c'est un levier exceptionnel pour notre communauté acadienne et francophone, non seulement dans le sud-ouest, mais pour la province de la Nouvelle-Écosse en 2004. Moi, je pense que même qu'on a poussé la loi sur les services en français. Et ici, on a toutes sortes de différents volets, que ce soit l'éducation, économie, culture, tourisme. On a toutes sortes de volets qu'on devrait utiliser le Congrès comme levier. Merci. OK, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Michel Collette, je suis le directeur général du CSAP. Puis avant qu'on commence, je vais vous dire qu'est-ce que je vous redis de ma présentation. Puis c'est ce qui guide mes décisions au quotidien. On protège, on valorise et on célèbre ce qu'on aime. Si vous pensez à votre vie personnelle, le temps dans votre vie personnelle que vous protégez pour les choses que vous aimez, c'est de l'essentiel. Moi, je fais du vélo,
je trouve du temps pour faire du vélo à chaque jour. Ce qui nous unit dans cette salle ici, c'est l'amour de la langue, la culture acadienne francophone. Vous êtes tous ici parce que vous aimez, parce que vous valorisez la langue, la culture acadienne et francophone. C'est ça l'axe de collaboration. C'est ce qui nous unit ensemble. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le CSAP, on a 22 écoles, plus que 6500 élèves, d'ailleurs plus que 6600 élèves, plus que 13 000 parents, plus que 100 partenaires, puis maintenant plus que 1200 membres du personnel. À chaque jour, ces gens ici touchent 20 000 personnes. Si on fait le calcul, c'est plus que 20 000 personnes. Dans toutes les communautés de la Nouvelle-Écosse, dans toutes les régions de la Nouvelle-Écosse. Vous m'avez entendu dire souvent que l'apprentissage, l'engagement et la célébration de la langue et de la culture doivent être réalisés non seulement à l'école. On ne peut pas se concentrer juste sur l'école. La langue et la culture ont un moment à l'école et ont un moment à l'extérieur de l'école. D'ailleurs, les élèves passent plus de temps à l'extérieur du bâtiment qu'à l'intérieur du bâtiment. Donc, le rôle des parents, puis le rôle des organismes communautaires dans les communautés ne peut pas être sous-estimé. Si on se concentre juste sur la langue et la culture de l'école, on perd la bataille. Et de là l'importance de continuer à tisser ces liens de plus en plus près entre tous les organismes communautaires dans la province pour s'assurer que la langue et la culture ne soient pas seulement une chose d'école. Le français n'est pas seulement une langue académique. C'est ça que j'entends souvent des élèves. J'apprends le français à l'école, mais je vis en anglais, à l'extérieur de l'école. Comment est-ce qu'on crée des occasions, des opportunités pour que le français soit valorisé, utilisé, célébré 24 heures par jour? Puis pour faire ça, il faut tous qu'on collabore ensemble. Aucun d'entre nous peut faire ça seul sans les autres. On est dépassé à ce moment-là. Moi, je crois beaucoup à la théorie ou le projet d'école citoyenne communautaire. Puis ce projet-là vise à tisser des liens entre les écoles et les communautés. Okay? Donc, ce projet-là est axé vraiment sur 3 composantes, sur un continuum d'une vie. Donc, d'un enfant première d'1 an à un adulte de 100 ans et plus. Donc, quand on regarde ces volets-là, il y a 3 composantes. Puis, il y a la réussite globale de tous les élèves, mais pas juste des élèves. Il faut qu'on aille au-delà de juste les élèves. Il faut regarder, c'est quoi le succès avec les parents? C'est quoi les succès dans notre communauté qui touchent tout le monde à tout moment? De plus en plus, j'essaie de donner la conversation de l'école, absolument, et l'extérieur de l'école. Puis comment est-ce qu'on s'assure que nos parents, nos familles, vivent la réussite tant dans l'édifice qu'avec vous à l'extérieur de l'édifice? Comment est-ce qu'on crée ces mécanismes-là pour qu'un parent, même si le parent est anglophone, vienne célébrer une activité culturelle francophone? La musique, c'est la musique. Peu importe la langue. Puis que le parent peut valoriser, étant là, valorise cette langue et cette culture-là auprès de ses enfants. Donc ça, c'est numéro 1. Le deuxième, c'est le continuum des apprentissages. Comme je vous ai dit, le continuum du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Puis comment est-ce qu'on inclut, puis qu'on crée des mécanismes pour que tout le monde, dans tous ces moments-là, peuvent apprendre. Quand je vous dis on protège ce qu'on aime, exposer un enfant de 4 ans à de la musique en français, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, on peut presque garantir que ça devient un référent culturel qu'il ou elle va pouvoir amener avec eux à mesure qu'on avance. Inviter un grand-parent à une activité culturelle et de créer des activités où est-ce qu'ils se sentent inclus fait partie de ce continuum d'apprentissage continu, là, du début jusqu'à la fin. Donc, on s'éloigne de 5 à 18 ans,
pour le CSAP, puis on le garde envers vous pour de 0 à 100 plus. Okay? Puis on ne peut pas faire ça sans vous. Puis le dernier, c'est l'engagement. Puis je parlais de l'engagement plus, mais comment est-ce qu'on développe ce sentiment d'engagement-là? Comment est-ce qu'on crée quelque chose que les gens veulent y participer? Et là, vous avez une série d'images, mais on a créé beaucoup, on a eu beaucoup de succès. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on a des moments assez présents au CSAP où est-ce qu'on est capable d'aller chercher des élèves, puis de les engager, puis on fait ça avec vous. Donc, il y a des choses que le CSAP peut faire seul, mais il y en a encore beaucoup plus qu'on peut faire avec vous. Donc, de regarder ensemble comment est-ce qu'on collabore ensemble sur l'ensemble de la province, entre le CSAP et vous, mais entre vous-mêmes, pour pouvoir offrir plus d'occasions. On protège ce qu'on aime. Quand on crée un mécanisme pour que les élèves deviennent engagés, où est-ce qu'ils aiment. Vous avez vu l'affiche tantôt de Stop Arrêt. Ces élèves-là, moi je les ai rencontrés plusieurs fois, puis ils m'en parlent, puis ils m'en parlent, puis ils m'en parlent, comme si c'était une des plus grandes victoires de leur vie. Ces élèves-là sont vendus à vie sur la langue de la culture et de l'importance. Et ont navigué un processus juridique, un processus politique pour s'y rendre. On n'aurait pas pu faire ça sans l'engagement des groupes communautaires qui nous ont appuyés là-dedans nos élèves. Donc, c'est de créer des occasions où est-ce que les élèves développent, s'ils n'ont pas déjà, qu'ils développent cet amour de la langue, de la culture-là. Écoutez, la prochaine diapositive, c'est une diapositive, j'ai dit à 1200 membres du personnel. Donc, 1200 personnes ont vu ça, je vous présente après. Puis, de plus en plus, le CSAP est en train de réfléchir à son futur. Je vous dirais, dans la prochaine 7-8 mois, le parcours va devenir beaucoup plus clair. Mais une chose que je peux vous dire, c'est ça. C'est que l'expérience éducative en français au CSAP doit être fondamentalement différente que celle ailleurs dans la province. Par ça, je veux dire, quelles sont les occasions d'apprentissage à l'école et à l'extérieur de l'école qu'on offre à nos enfants qui sont fondamentalement différentes que d'autres écoles dans la province. Puis une partie de la réponse à cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on fait au CSAP? Mais la grosse partie de la réponse, c'est quelle opportunité que nos enfants ont à l'extérieur de la salle de classe pour vivre quelque chose de différent. Ça, c'est avec vous. C'est ça qui nous différencie. Je donne souvent l'exemple qu'une école du CSAP à 300 élèves ne pourra jamais compétitionner avec une école de 4000 élèves d'un autre centre. On ne pourra jamais offrir les mêmes sports, on ne pourra jamais offrir les mêmes opportunités à ce niveau-là. On peut essayer, mais on réussira rarement. Donc, quelle autre chose est-ce qu'on peut offrir à nos enfants qui est fondamentalement différent? Puis il y en a. Le Stop Arrêt est un exemple. Le Forum des conseils étudiants qui a eu cette semaine est un exemple. Autour du feu est un exemple. Des occasions, des tintements est un exemple. Ça, c'est quelque chose que le CSAP et ses partenaires peuvent offrir, mais il faut collaborer ensemble pour le faire. Quelques questions de réflexion pour animer vos conversations pendant la journée. Quelles sont les barrières réelles et perçues qui viennent limiter l'engagement de nos élèves dans la communauté? Je ne peux pas vous dire combien de fois que j'ai une conversation avec un d'entre vous, puis vous me dites on ne peut pas faire ça. Puis ma réponse est toujours pourquoi. Puis des fois, la réponse c'est une barrière réelle. Souvent, c'est une barrière perçue. Que si on modifie des petites choses, ça peut arriver. Ou est-ce qu'on peut aller dans l'école? Les gens s'attendent que ma réponse va être non. Ma réponse est presque toujours oui. Ou oui, mais est-ce qu'on peut changer ceci? Okay? Quelles sont les barrières réelles versus perçues? Alice m'a parlé justement des structures. La collaboration n'arrive pas naturellement. Okay? On est tous souvent dans nos petits silos, en plus éparpillés sur l'ensemble de la province. Moi, je suis historien. Cet éparpillement était voulu. Okay? Il y a une raison pour qu'on est éparpillés sur l'ensemble de la province, c'est une raison historique. Comment est-ce qu'on crée des mécanismes pour contrer ça? Puis
à réellement collaborer ensemble et pas juste le dire. Comment l'implication des jeunes, des élèves, peuvent influencer le type d'activité que vous faites. N'oubliez pas, notre prochaine génération, il y a une partie d'entre eux qui sont ici en avant de nous, mais la prochaine génération est dans nos écoles et ou vont aller dans nos écoles. Comment est-ce qu'on implique ces élèves-là dans la prise de décision de qu'est-ce qui devrait avoir lieu pour aller chercher de l'engagement? Parce que, quand tous les gens dans cette pièce ici prennent leur retraite, les gens qui vont continuer, c'est surtout des élèves qui sont au CSAP. Puis, comment est-ce qu'on définit les cibles communes qu'on veut atteindre? Puis, les cibles communes devraient être établies entre le CSAP, les élèves, puis tout le monde. Donc, c'est quoi notre destination? Je parle souvent de ça. Quand vous rentrez dans l'auto, vous avez déjà décidé où est-ce que vous voulez vous rendre. On fait tout ça. C'est rare qu'on embarque dans l'auto, puis on prend la route, puis on va pour une drive, si vous voulez. Surtout le prix d'essence qui est maintenant. Okay? Ça arrive, mais ça arrive pas souvent. On a presque toujours décidé, je m'en vais à Halifax pour la fin. Puis vous avez déjà à peu près choisi votre route pour vous rendre. Donc, comment est-ce qu'on avance avec ça ensemble? Comment est-ce qu'on définit là où les destinations, puis là après le chemin pour s'y rendre, au lieu d'aller dans toutes les directions possibles? Donc, cette photo-là, c'est un classique de Michel Colette parce que je parle souvent du bateau. Puis l'image classique du bateau et son capitaine, c'est qu'il y a un capitaine. Puis tout le monde emmène le bateau. Puis à vrai dire, à mesure que j'y pense, je me rends compte que tout le monde dans cette salle sont des capitaines. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un capitaine de bateau. Puis comment est-ce qu'on se parle pour définir ensemble où est-ce qu'on s'en va? On met toute la main sur le volant ensemble, mais on tire toutes dans la même direction, au lieu de tirer dans des directions différentes. Donc, sur ce, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, puis j'ai hâte de collaborer de près avec vous. Merci. Là. Non, j'ai d'autres demandes. OK, mais on a un peu de temps maintenant pour une discussion, et je suis mandaté. Et j'ai un peu un plan, je vais vous dire un peu c'est quoi mon plan pour vous êtes comment où je m'en vais. Je vais commencer avec Alistair parce qu'il parle tout le temps de silos. Et on va aborder la question des silos, je veux qu'il explore ça, puis je poserai ma question. Michel, je veux que tu écoutes à ça et que tu penses à comment, parce que chez vous autres, vous travaillez sur le développement d'un plan. Et je te donne une perspective par rapport à ça une minute. Je vais en train de développer un plan pour le CSAP, mais vraiment pour la communauté. Et Daphne, en t'écoutant, moi, dans la dernière, je devrais pas dire dans la dernière année, dans les derniers 5 ans, je pense beaucoup à l'innovation. Puis tout ce que tu me disais, tu es en train de donner des réponses à comment on innove. Donc, je vais t'amener à ça. Bon, Alistair, si tu peux y parler. Souvent, tu parles, il y a un gros défi dans nos communautés. Et c'est un peu qu'on réagit à une structure gouvernementale qui est organisée en stylo. Et puis, on est pris là-dedans. On est pris à reproduire ce système-là. Peux-tu nous parler un peu de ce problème-là? Puis, comment est-ce qu'on sort de ça? Tu as des pistes pour nous sortir de ça? Bonne question. Donc, juste pour expliquer un peu plus, là, moi je pense qu'on a une bonne volonté à l'intérieur de notre communauté, à titre d'exemple, pour collaborer. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'engagement par rapport à ça. C'est sûr, et collaborer, ça veut dire un échange d'idées. Il y a toutes sortes de bonnes choses à faire, toutes sortes de bonnes choses qui peuvent sortir d'une bonne collaboration parce que ça peut avoir des nouvelles idées, des nouvelles initiatives qui peuvent être développées en France d'une manière différente. Ça s'ajoute à la créativité et l'innovation que simplement est avec notre propre organisme. Et on dit ça, la collaboration entraîne aussi un engagement de tous les parties. Ça veut dire qu'on a besoin d'être ouvert, qu'on a besoin d'être prêt à écouter, qu'on a besoin qu'on peut s'adapter, on a une flexibilité, il faut travailler en équipe. Donc c'est pas aussi simple qu'on pense, là, et on sait qu'on a déjà mentionné la communication, oui. Mais tout ça pour dire, comme dans l'autre temps, je travaille avec la communauté, on a fait beaucoup de ces choses-là. Et
moi, je pense qu'on a encore des choses qu'on devrait faire et on devrait mettre plus d'emphase spécifique sur la structure même. Veut ou veut pas, durant les années, et je ne sais pas si ça a commencé des gouvernements ou de notre propre communauté, on a beaucoup d'organismes. Et chaque organisme a leur propre mission, vision, leurs objectifs. Ajoute à ça les programmes gouvernementaux qui ont des critères très spécifiques. Donc, on a besoin de répondre à certains critères spécifiques. Donc, mettons la collaboration et le partenariat d'un côté, mais on est pris avec répondre à soit nos conseils d'administration ou au gouvernement sur certains critères. Parfois, ça nous limite par rapport à ça. Donc, c'est ça pourquoi moi, je suis intéressé dans le nouveau plan d'action sur les langues officielles. J'ai beaucoup parlé de, OK, oui, on est prêt à collaborer, c'est important qu'on puisse collaborer, mais il faut mettre l'effort là. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'FCFA pousse un volet maintenant de financement pour l'innovation. Moi, je pense à une valeur, donc, déjà de nos organismes qui collaborent sur certains projets. Si on peut avoir un autre financement qui met spécifiquement un peu plus d'emphase sur la collaboration. Et je prends un exemple c'est l'immigration francophone. L'immigration francophone, on a beaucoup de partenaires qui jouent dans l'immigration francophone. On fait toutes nos propres choses, mais pour moi, au moins, et j'ai fait référence au gouvernement aussi, il n'y avait vraiment personne qui était redevable ou qui était chef de file dans l'immigration francophone. Le prochain plan, sans que je ne vais pas dévoiler trop, mais je pense qu'ils ont bien compris ça, le gouvernement, que quelqu'un a besoin d'être redevable pour l'ensemble de l'immigration francophone. Et oui, le Conseil de développement économique va jouer dans l'immigration économique, la FAN va jouer dans l'accueil, etc. Mais il faut que quelqu'un coordonne tout ça. Et puis je pense, moi, s'il y avait peut-être un manque, c'est par rapport à mieux coordonner le projet dans son ensemble. OK, merci Alistair. Donc, l'exemple d'immigration est intéressant. Je vais la mettre de côté. On va revenir à l'éducation. Justement, Michel nous a ouvert la porte à parler un peu des plans du conseil scolaire, notre conseil scolaire, pour tracer un plan pour l'avenir. Je me rappelle plus de son prénom, mais c'était un professeur à la faculté Saint-Jean, son nom c'était Bernard. Puis elle disait que avant l'article 23, avant la création des conseils scolaires, le curriculum explicite, donc curriculum explicite, ça veut dire qu'en sciences de 9e année, il fallait l'ADN, il fallait les écosystèmes, puis il fallait la reproduction. Ça, c'est le curriculum explicite, ça veut dire exactement que c'est des choses que tu fais dans la salle de classe, dans le cours. Elle dit, il est en anglais, mais le curriculum implicite, tout ce qui se passe à l'extérieur de la salle de classe, dans la récréation, et même dans la communauté, se faisait en français. Donc, on avait un curriculum explicite en anglais, un curriculum explicite. Essentiellement, là, ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est juste l'inverse. On a pris le contrôle de notre curriculum, on a des très bons programmes d'études développés par le Conseil, par et pour nous, mais on a un peu perdu le curriculum implicite. Et là, tu nous lances l'invitation de collaborer, à une collaboration pour reprendre. Je te donne l'occasion de... As-tu des idées sur comment on peut s'engager? Comment est-ce qu'on peut briser ces silos-là qu'Alistair est en train de... Ça, c'est une grosse question. Donc, il n'y a aucun doute que... je commence, je ne peux pas vous dire combien de fois je parle à un d'entre vous, puis là, 2 jours après, je parle à un autre d'entre vous, puis vous me dites la même chose, mais de manière différente. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup de mêmes dossiers. Ça, c'est incontournable. Je le vois assez régulièrement. Pour la question des silos, je vais vous avouer que c'est difficile de briser les silos. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Surtout dispersé sur l'ensemble de la province, dans des locaux différents, où est-ce qu'on se voit 1 ou 2 fois par année. C'est pas facile, avec des financements avec des projets spécifiques. Donc, je pense qu'il faut se donner une vision commune, une destination commune, ou des destinations communes. Puis la question que je pose beaucoup, c'est, puis là, Isabelle, tu me corrigeras parce que mais c'est l'éducation a l'air de quoi en 2030? Okay? Ou l'expérience éducative a l'air de quoi en 2030? Puis c'est la même question que je poserais à ce groupe ici.
le développement communautaire a l'air de quoi en 2030? La réponse à cette question-là, ou les réponses, parce qu'il y en a multiples, devrait définir les axes de collaboration. On n'est pas obligé de collaborer sur tous, mais on va rapidement se rendre compte qu'il y a des choses qui vont être communes dans cette réponse-là. Et c'est ça le début des voies de collaboration. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, puis ça fait comme 3 fois que je vous le dis jusqu'à là, le CSAP est beaucoup en réflexion sur son futur, sur les failles qui existent dans les systèmes scolaires du pays, pas juste au CSAP. Omniprésent, la recherche l'indique, les résultats sont à la baisse, à l'échelle du pays. Donc, il faut qu'on se pose des questions sur l'expérience éducative en 2030 à l'heure de croître, puis l'expérience éducative doit, en milieu minoritaire, inclure la communauté, les communautés, les partenaires communautaires. Kenneth a parlé du renversement, puis c'est vrai, l'enseignement arrive en français et les élèves vivent souvent en anglais. Je ne peux pas vous dire combien de fois je rencontre des élèves, puis ils vont parler en français parce que c'est moi, mais ils vont me dire c'est difficile pour moi de te répéter ou de t'expliquer ma soirée parce que je l'ai vécu en anglais. Puis pensez dans votre vie personnelle. Même moi, quand je vis une activité en anglais, puis là, il faut que je la traduise en français dans ma tête pour l'expliquer à quelqu'un. Puis moi, je suis un adulte. C'est pas facile. Donc, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour cibler c'est quoi les axes de collaboration, pour s'assurer qu'on travaille ensemble vers cette vision commune là, de la francophonie en Nouvelle-Écosse en milieu minoritaire en 2030. 2030, la date est pas importante. Au lieu de tout travailler vers une destination à peu près pareille, mais toutes différentes dans des chemins différents. Puis, il y en a d'entre vous qui ont participé à la session de consultation au CSAP sur cette thématique-là. Mais il y en a d'autres. C'est le début d'une conversation et pas la fin d'une conversation. Puis, il n'y a pas de réponse fixe aujourd'hui à ma question. Moi, je ne peux pas vous dire les axes de collaboration devraient être A, B, C. Ça n'existe pas. Puis, à vrai dire, ce n'est pas à Michel Colette ou c'est ça de définir c'est quoi. C'est à nous, comme groupe, de décider ensemble où est-ce qu'on s'en va. Donc, je vous dirais pareil, ma question que je vous poserais, c'est en 2030, la francophonie en Nouvelle-Écosse a l'air de croître. Puis si on peut répondre à cette question et avoir la même réponse, ou à peu près la même réponse, là on peut se dire, OK, comment est-ce qu'on s'y rend? C'est quoi le ou les chemins qu'on prend pour s'y rendre, puis de travailler ensemble pour s'y rendre? Donc, où est-ce qu'on va aller? C'est vraiment ça, si on peut avoir une vision claire de notre destination, de notre objectif. Daphne, donc pour revenir à l'idée d'innovation, donc l'innovation, c'est de voir, nous autres, puis on est tous dans ça, on rentre dans nos réunions, on rentre dans nos conversations, puis on a une chaîne de référence pour voir les choses de la même façon. Puis c'est difficile pour nous tous, jeunes ou moins jeunes, de briser ça. Les jeunes ont quand même parfois un avantage sur nous. Et quand je dis jeunes, je parle des jeunes du niveau scolaire, au niveau universitaire et en début de carrière. Donc vraiment une vision large. Souvent, ils voient les choses pour la première fois où ils les ont vues différemment, en perspective différente. Daphne, j'aimerais de nous parler comment peux-tu soit élaborer sur ça ou venir des points d'entrée pour vous parlez beaucoup par et pour les jeunes. Je vais l'élargir, c'est par, mais pour nous tous. As-tu des idées sur comment est-ce qu'on peut amener davantage les jeunes à contribuer à un projet comme celui-là, dont Michel nous parle? Essentiellement, pour qu'on puisse, comme Michel a dit, avoir une communauté francophone dans le futur, il faut impliquer les jeunes. J'aime ça dire qu'on est les leaders d'aujourd'hui, mais on est aussi les leaders de demain. On est le présent et le futur. Alors, c'est très important de nous impliquer dans pas mal toute de la communauté. On fait partie de la population active. Et pour s'assurer qu'on veut participer aux activités, on veut être sur nos organismes, il faut qu'on développe cette fierté à la francophonie. Parce que si on n'est pas fier d'être francophone, on ne va pas vouloir s'impliquer dans la francophonie.
il arrive à un certain âge que certains jeunes ont le choix d'aller à l'école francophone ou à l'école anglophone. Et il faut s'assurer que les jeunes soient fiers d'être francophones pour que quand ils viennent à ce choix-là, ils prennent la décision de continuer en français. Pour moi aussi, c'était pas des engagements dans le théâtre à l'école, l'improvisation, mon implication au CJP. Il y a des choses que j'aurais été à l'école anglophone et j'aurais pas appris toutes mes compétences. Comme je serais vraiment pas capable de parler devant un groupe ici. Si c'était pas de la communauté francophone, si c'était pas de cette fierté-là, alors il faut vraiment s'assurer que les jeunes d'aujourd'hui sont contents de parler français, ils sont fiers de la communauté qu'on a et qui veulent pousser pour que cette communauté reste dans le futur. Sans une fierté chez les jeunes maintenant, il ne va pas avoir une communauté francophone dans le futur. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment collaborer, jeunes, adultes, pour s'assurer que ça se passe. Ensemble, jeunes et adultes, on crée la communauté francophone et on crée les francophones en milieu minoritaire. C'est nous qui s'assurent qu'il va y en avoir dans le futur. Et comme j'en ai parlé, avoir des jeunes sur votre CA, si c'est possible, s'il te plaît, ayez un jeune sur votre conseil d'administration. Ça leur enseigne beaucoup de choses sur comment lire des finances, comment prendre des décisions, c'est quoi qui structure leur organisme. Ça leur donne beaucoup de ressources, mais aussi ils vont pouvoir vous apporter leur perspective nouvelle et la perspective des jeunes en ce moment. Juste un commentaire sur... Allô? OK. Daphné est l'exemple parfait de ce qu'on vient de dire. Offrir des expériences éducatives différentes aux élèves doit être une mission. Puis Daphné, je t'écoute parler, puis c'est exactement ce que tu es en train de décrire. Du parascolaire, le CGP, participer des CA. Je vais généraliser quand je dis ceci. Les élèves anglophones ont moins d'occasions de ce côté-là. Puis, ce que Daphné vient de décrire est exactement ça que c'est là qu'il faut aller. Puis, il faut y aller plus et plus rapidement. Offrir des occasions d'expérience éducative, puis éducative au sens large, je ne parle pas nécessairement juste de l'école, à nos élèves pour développer justement une expérience où est-ce qu'ils ne se questionnent même pas est-ce que je devrais ou je ne devrais pas rester en français. Est-ce que je devrais poursuivre en français ou en anglais? Puis la question assez rapidement est non, parce que je ne peux pas vivre les mêmes expériences ailleurs. Oui, vas-y. On va profiter de la discussion. Il rend mon travail facile. Non, mais pour moi, c'est naturellement une priorité de notre communauté. Mais la chose qui m'a mis en tête, c'est comme communauté acadienne et francophone, il faudra essayer de mettre c'est quoi nos priorités pour faire avancer l'ensemble de la communauté. Ça, c'est certainement une des priorités. Mais l'autre qui m'a frappé tout de suite, c'est si on parle de vitalité avec collaboration, un gros problème qu'on a, c'est la décroissance de la population dans nos régions. Donc, moi, je vais mettre mon autre chapeau de développement économique avec ça. Oui, je pense que ça, c'est un effort qu'on devrait faire. Et la chose, c'est on peut dire collaborer sur des projets, mais il ne faut pas penser qu'on va collaborer sur tous les projets. On devrait essayer de cibler c'est quoi les choses les plus importantes pour nous autres dans notre communauté. Ça, c'en est un pour moi. Puis l'autre, c'est si on regarde, puis vient faire la tournée de la province dans nos différentes régions, c'est le gros défi démographique qu'on a. Donc, il faut avoir des écoles, des étudiants, des élèves, je veux dire, dans ces écoles-là. Et donc, avec ça, pour moi, c'est si on peut mettre quelques priorités pour notre communauté, puis ensuite essayer de collaborer sur ça pour jouer dans le maximum de notre vitalité de notre communauté. Pour la croissance démographique, c'est un gros problème pour nous, donc il ne faut pas... Je sais que je vais parler un petit peu de beaucoup d'immigration et migration. Migration, c'est un volet qui s'est ajouté à immigration, comme attirer des citoyens patriotes du Canada dans nos régions ici. Donc, de tout ça, mon point, c'est de simplement dire si on peut identifier quelques priorités majeures pour notre communauté. Ça, c'en est deux. Moi, je ne suis pas panéliste, mais je vais quand même profiter du fait qu'il y a un micro devant moi. Parce que là, je suis entièrement d'accord qu'il faut s'entendre sur où on va aller. Et il y a deux que ce soit en éducation ou en immigration, la vision partagée est importante. Mais je trouve qu'il y a un gros risque de se perdre dans l'inaction et dans la politique.
passons, selon moi, beaucoup trop de temps à faire nos responsabilités fiduciaires au sein de nos CA. Les choses qu'on doit faire pour faire sûr qu'on gère nos organismes correctement, puis point C, le temps de faire des vraies choses qui ont des vrais impacts. Pour faire une différence, il faut faire des choses. Et ça, peut-être, vous avez peut-être chacun 1 minute pour conclure. Sur ça, là, je vous lance un truc. Y a-t-il des choses concrètes ou des idées concrètes, des petits projets, des gros projets, des initiatives, point des grandes idées sur lesquelles on peut se pencher? Vite. Go. Je ne suis pas plus vite à réagir, mais moi, on va profiter encore une fois du congrès mondial et on a une discussion encore avec le ministre provincial ici, Colton, le ministre de la acadienne et de la francophonie. C'est encore là, pour tous nous autres, c'est d'utiliser le congrès comme levier. Peu importe quel domaine, comme je l'ai dit plus tôt, là, que ce soit le patrimoine, le tourisme, l'immigration, l'éducation, l'économie, on a toutes les choses qu'on peut faire. Et on devrait essayer de les faire avancer maintenant, pendant qu'on a l'oreille du gouvernement provincial, surtout le fédéral est souvent là avec la responsabilité sur les langues officielles. Mais maintenant, là, on a 2 ans au moins, peut-être un peu moins de 2 ans maintenant, mais on devrait utiliser le congrès comme levier pour plusieurs différents projets. Le congrès comme levier, Daphné, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit? Quelque chose de concret qu'on peut travailler dessus? Ça fait la même chose. Oui, comme j'ai mentionné, vraiment, avoir des jeunes sur le conseil d'administration, je crois que c'est la première étape, avoir une bonne collaboration entre jeunes et adultes. Et même si vous avez déjà des jeunes sur le conseil d'administration, j'aimerais que vous réfléchissiez. Est-ce que ces jeunes parlent? Est-ce que ces jeunes ont un espace pour parler? S'ils ne parlent pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ces jeunes se sentent confortables de s'exprimer dans les rencontres? Est-ce qu'on les a bien outillés? Est-ce qu'on les a bien montrés? C'est quoi un organisme? C'est quoi un conseil d'administration? C'est quoi le code morin? C'est vraiment, c'est cette étape de plus qu'il faut prendre avec des jeunes, c'est la première fois qu'ils s'impliquent pour s'assurer qu'ils s'expriment. Parce que, comme j'ai mentionné, ça donne rien d'avoir des jeunes sur un CA s'ils ne partagent pas. Il faut qu'ils se sentent confortables à exprimer le point de vue des jeunes et que, ouais, ils se sentent confortables à parler. Merci. Michel, le mot de la fin? Moi, je passe une question beaucoup. Donc, je vous inviterais de jeter un œil critique à qu'est-ce que vous faites à chaque jour, puis vous poser la question quel est l'impact de l'activité X sur communauté Y. Puis, en faisant ça nous apprend à se poser la question est-ce que les bonnes personnes viennent à ces activités-là? Est-ce que ces activités-là permettent réellement de répondre au mandat commun qu'on a, de développer cette langue, développer l'amour de la langue et de la culture. J'ajouterais aussi, je suis entièrement d'accord avec Daphné, que l'implication des élèves est clé ici. Ils apportent un point de vue souvent très différent que nous, on a comme adultes. Je ne peux pas vous dire combien de fois moi je rencontre des élèves puis ils vont me dire poliment, mais bref, ce que tu dis n'a pas de sens. Puis ils vont dire autrement, mais en ligne, c'est ça qu'ils veulent dire. Puis comme adulte, ça me force à me questionner. Je suis tellement en train de faire la bonne décision, on est tellement en train de faire la bonne décision pour la bonne clientèle visée. Donc, ce serait ça mon discours là. Merci beaucoup, c'est un bon point sur lequel finir. Donc, merci beaucoup, vous trois. Je conclue en vous remerciant et en vous offrant un petit cadeau de remerciement, Daphné.